camarade président exécutif, camarade vice-président du CSP, membre du CSP, camarade vice-président exécutif et secrétaire généraux adjoint, secrétaire nationaux, chers amis militantes et militants, chers amis journalistes. Je voudrais, au nom de la direction du PPACI, vous renouveler nos remerciements pour avoir répondu à notre invitation à l'occasion donc de ce numéro de la tribune, le 38e. Je voudrais, avant d'aller plus loin, que nous faisions une reconnaissance de nos camarades qui n'est plus là, mais qui a été heureux de recevoir, je crois qu'elle est là, sa fille, la fille de Jean-Baptiste, qui est là, derrière, là. Et elle nous fait l'honneur de venir, elle est montrée me voir pour qu'elle est venue chercher sa carte de militant. Je suis heureux parce que au moins l'héritage politique de Poumon se poursuit avec nous. Il était bon que je puisse la saluer sa famille. Merci d'être venu. Merci de venir continuer le votre papa à nos côtés. Camarades journalistes, membres des médias, les personnes qui nous suivent à travers divers canaux de communication, nous vous avons invité pour discuter, échanger avec vous sur deux sujets. Tout à l'heure, le maître de cérémonie a rappelé ces deux sujets. Il s'agit donc du mouvement Trop c'est trop et du rapprochement entre le PDCI et RDA, le PPACI et le PDCI RDA, qui se présente comme étant une réponse à la crise artificiellement créée par le RHDP. Et puis, notre pays est sur la sellette, mais pas de la bonne des manières, parce que l'Union européenne nous a ajouté à la liste des pays à haut risque qui sont adeptes du blanchiment de l'argent et du financement du terrorisme. Et en plus, l'administration américaine menace de suspendre, du moins d'interdire l'accès à son territoire aux détenteurs du passeport ivoirien parce que celui-ci ne rassure plus. Donc tout ça, c'est l'héritage du RHDP et nous avons appelé pour que nous puissions en parler. Pourquoi nous disons que le mouvement Trop c'est trop et le rapprochement entre le PDCI, RDA, le PPACI et le PDCI, RDA constitue une réponse à la crise préélectorale. D'abord, il faut qu'on comprenne que nous sommes dans une crise. Et l'expression, ce n'est pas nous qui l'avons dit la première fois. Je parle sous le contrôle du président exécutif. Lorsque, au sorti de l'audience que son Excellence le président Laurent Gbagbo a accordée à une délégation de l'Union africaine, le chef de délégation, en rendant compte à la presse de cette audience, a dit ceci: nous sommes venus rencontrer le président Laurent Gbagbo pour voir comment sortir de ce qui apparaît comme étant une crise. Donc, l'opinion nationale et l'opinion internationale, aujourd'hui, s'accordent pour dire que nous sommes en crise et cette crise-là, c'est évidemment la crise préélectorale artificiellement créée par le RHDP. Et pourquoi nous disons que c'est artificiellement créé?
Parce que depuis 2010, le RHDP n'a jamais gagné une élection à la loyale. Jamais gagné une élection à la loyale. En 2010, il a perdu les élections. Et il est revenu, il s'est imposé comme dirigeant du pays par l'effet des armes. Et je crois que c'est cette maladie congénitale du RHDP qui continue de diriger, de gouverner son approche politique, sa gouvernance politique. Depuis lors, on vit de crise en crise. En 2015, alors que la loi lui interdisait d'être candidat, puisqu'il avait été candidat en 2010 par des mesures exceptionnelles, le Conseil constitutionnel lui a donné le droit de contester des élections par dérivation. Et lui, chaque fois sa candidature, il y a toujours une épithète qui accompagne et justifie la candidature. Les autres sont candidats simples, mais lui, il faut toujours une épithète pour accompagner sa candidature. Donc, candidature par dérivation. Ben, ce qui est dérivé, c'est toujours compliqué. C'est-à-dire que quand vous dérivez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Donc, par dérivation. Et vous vous rappelez, tous ceux qui étaient candidats, qu'on a bannis, qui étaient déclarés candidats, ici à Mara, Mamadou Koulibaly, et tous, devant l'obstination du RHDP de garder le pouvoir sans compétition réelle, ont jeté le pouvoir. Première crise, c'est de trouver un accompagnateur, et ils sont allés à cette direction. 2020, le président Laurent Gbagbo reprend son expression. Là, alors que la Constitution lui interdisait qu'on n'avait que 2 mandats, il s'est déclaré candidat pour cause de mort. Ça, ce n'est pas constitutionnel. On ne peut pas être candidat pour cause de mort. Il dit son candidat est décédé. Donc, comme il est décédé, lui, il s'en va être candidat. La conséquence, nous la connaissons tous. Ça s'est terminé par une violente crise électorale et qui a entraîné pratiquement, officiellement, 85 morts, mais dans des conditions atroces. Personne ne peut oublier l'image de la tête décapitée du jeune Toussaint dans la région de l'Ifou, dans la région de l'Ifou. Et de 2015-2020, le président Laurent Gbagbo n'était pas là. Même les élections mineures, qu'on qualifie des mineurs de 2018, les élections municipales, ont entraîné des morts en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une constante de la vie politique, c'est une constante de l'approche politique du RHDP, de créer artificiellement des crises et de faire en sorte que ces crises-là, ils puissent en tirer profit pour être un seul candidat, ou du moins un candidat avec ses candidats que lui-même il choisit. Et puis le scénario, on le connaît, après les élections, il dit bon, on va organiser un forum de la réconciliation nationale, et puis bon, voilà, on prend quelques mesurettes, et puis la vie continue. Cette fois-ci-là, ça ne passera pas. Cette fois-ci, ça ne passera pas. Ni le 4e mandat ne sera accepté, ça c'est évident, c'est partagé, quelles que soient les circonstances. Même si par un cataclysme que nous ne souhaitons pas,
tous ceux qui sont RADP venant ne plus être là et qui se retrouvent être le seul candidat, le seul membre de RADP, ça ne passera pas. Comme le président Gbagbo l'a dit, donc il n'est pas mort. Donc, il n'y a plus d'argument valable qui puisse justifier un quatrième mandat. Et c'est la réponse à cela que le mouvement Trop c'est trop a été lancé. Ce mouvement-là s'adresse à tous ceux qui estiment que la Côte d'Ivoire mérite mieux que l'image que nous nous offrons aujourd'hui d'une démocratie escamotée, contrôlée et au service d'une seule personne ou d'un seul clan. Ça ne peut plus passer. Le mouvement Trop c'est trop, initié par le président Laurent Gbagbo et dont l'opérationnalisation a été confiée au président exécutif, se veut l'expression du ras-le-bol de ceux qui ont souffert de cette gouvernance. Que ce soit des gens qui étaient admis au concours en 2010 et qui avaient commencé leur formation, je pense aux élèves de l'école de police et de gendarmerie qui étaient déjà en formation, qu'on a fait partie, tout autre fonctionnaire qui avait des acquis à qui on a refusé ces acquis. Je pense aux déguerpis pour cause de ponts ou pour cause d'une mafia immobilière qui se cache derrière les postes pour pouvoir accaparer les terres des pauvres personnes qu'on chasse. Et on le dit avec preuve. Vous arrivez à Gesco, vous arrivez à Vridi, quartier abattoir, vous vous rendez compte que cette opération-là, elle n'avait été menée que par une mafia immobilière. Des tenants du RH, des pouvoirs du RHDP. Aujourd'hui, nous parlons, il y a un conflit entre le conseil municipal de Port-Boué et le gouverneur de district d'Abidjan sur cette question. C'est-à-dire que tout se fait en hors la loi dans ce pays. Toutes ces personnes, les affamés de la vie chère, les persécutés fiscaux, tous ceux qui, chaque 2 mois, regardent leurs factures d'électricité et s'interrogent comment la payer. Ce mouvement-là est ouvert à toutes ces personnes. Nous devons dire, avec le président Laurent Gbagbo, qu'effectivement, trop, c'est trop. Le 3e mandat nous a suffisamment rassasiés. Un 4e mandat, c'est l'asphyxie. On ne veut pas être asphyxié. Personne ne veut être asphyxié. Et donc, parmi ces personnes, je parle également aux déflatés de la RP, les gens qui travaillaient matin, on vous renvoie pour cause de position politique. Et ces personnes-là sont aujourd'hui dans la rue, des agents de la BCAO. On renvoie même sans indemnité des gens qui ont travaillé pour sauver la Côte d'Ivoire. La liste est longue. Mais c'est le mouvement Trop c'est trop qui dirige, qui opérationnalise le président exécutif à toutes ces personnes-là. Quitter les récriminations de salon. Quittons la bataille numérique. Elle a son sens, c'est vrai. Mais si vous exprimez votre désarroi et votre peine à travers les réseaux sociaux, si ça vous soulage, mais ça ne règle pas votre problème. C'est comme si quelqu'un se lève le matin, j'étais fâché, il commence à donner des coups de poing à son mur. Oui, ça te soulage momentanément, mais ça ne règle pas ton problème. Le président Gbagbo nous appelle à une coalition active
porté par une détermination sans faille, sans violence, mais avec une détermination sans faille pour exprimer le ras-le-bol de toute la population. Et donc, ce mouvement-là, que nous appelons TCST, on va l'appeler comme ça, trop c'est trop, y compris les hommes médias. Parce que quand le président devait venir, j'étais chargé de la commission communication et j'ai eu le plaisir, et je crois que c'est un exercice que le PPAC doit pouvoir renouveler, d'aller visiter toutes les maisons de presse. Franchement, chapeau, parce que les conditions dans lesquelles vous travaillez, c'est quand même tout. Vous aussi, vous êtes des persécutés du régime. Donc, vous aussi, le mouvement Trop c'est trop vous appartient. Il n'y a pas de force aussi forte pour maintenir un peuple qui aspire à un changement. Donc, le mouvement Trop c'est trop, c'est à vous qu'il s'adresse. Les villageois d'Adjamé, qu'on a déguerpi nuit, c'est à eux qu'il s'adresse. Donc, le mouvement Trop c'est trop est la réponse collective que nous devons poser à la tentative d'un quatrième mandat. Qu'en est-il du rapprochement entre le PPACI et le PDC-RDA? Tout en étant juste le PDCI faisant partie du mouvement Trop c'est trop, mais le rapprochement entre le PDCI, le PPACI et le PDC-RDA vise surtout à créer les conditions d'une élection paisible, transparente et inclusive. Ce front en gestation, donc qui est en train d'être structuré, la structuration sera rendue publique, je passe sous le couvert du président exécutif très bientôt, s'articule autour de 5 points essentiels. La réinscription sur la liste électorale du président Laurent Gbagbo, du ministre Tidjane Thiam, président de PDC-RDA, de l'ancien premier ministre Soro Guillaume et du ministre Charles Blé. Ça, c'est le premier objectif poursuivi par le Front commun. La révision de la liste électorale 2025 conformément aux dispositions de la loi électorale. Une réforme structurelle de la CEI afin de garantir son indépendance et permettre une proclamation transparente des résultats bureau par bureau. L'ouverture urgente d'un dialogue politique incluant l'ensemble des forces politiques de la société civile afin d'aboutir à des élections réellement démocratiques à périodes. Je voulais dire aussi que la société civile, les syndicats, même les églises et autres, sont aussi appelés à notre mouvement Trop c'est trop. Parce que l'ordonnance qu'on leur a prise en 2024, elle ne concerne pas seulement les ONG que nous connaissons de façon classique. La FECI est un syndicat. Et la FECI a été dissoute par décision tout simplement d'un conseil des ministres. Donc aujourd'hui, sur la base de cette ordonnance, le gouvernement peut dissoudre n'importe quel syndicat, n'importe quelle église, en tout cas n'importe quelle confession religieuse, si celle-ci ne rentre pas dans la conception pacifique du gouvernement ivoirien.
Ces deux événements, c'est-à-dire le mouvement trop c'est trop, et puis le rapprochement entre le PPACI, le PDC et RDA, expriment les aspirations profondes de la quasi-totalité des Ivoiriens qui veut s'opposer à un quatrième mandat, ou alors à un passage de témoins intraclaniques sous le couvert d'une élection truquée de laquelle seraient exclus les principaux adversaires. C'est-à-dire, le RHDP veut choisir qui va être son candidat, qui va être son adversaire. Autant dire qu'il n'y a plus d'élection, et puis on passe à un régime monarchique, et puis c'est sur la question de l'inclusivité des élections, la candidature du président Laurent Gbagbo, on ne cessera pas de le dire et on le dira tous les jours, reste non négociable pour nous. C'est-à-dire, on peut épiloguer sur tout. Mais sur ça, là, c'est une question non négociable. Quelles que soient les modalités, c'est-à-dire, quels que soient les arrangements internes au RHDP, aucun arrangement interne au RHDP ne peut justifier ou ne peut enlever, entamer ou donner une légitimité quelconque à la disqualification de notre candidat. Je vais dire ça de façon simple, pour que ceux qui sont à Gamé, à Bobo comprennent ce que je veux dire. Parce que le français, ça peut paraître un peu compliqué. Je veux dire que ce soit Ouattara qui soit candidat, que ce soit parce que sous la pression populaire, il n'est pas candidat et qu'il cherche quelqu'un d'autre dans son camp, ça c'est leur affaire à eux. Ça ne peut pas empêcher la candidature du président de la République. Je vais encore être plus explicite. J'entends des gens dire, on nous le dit, parce qu'on rencontre, on nous le dit, mais est-ce que si Ouattara désiste, est-ce que ça vous gênerait que le président Gbagbo soit écarté? Je dis que c'est des questions provocatrices. Parce que je ne vois pas les liens entre quelqu'un qui ne peut pas briguer parce qu'il a dépassé les limites constitutionnelles et puis quelqu'un qui peut être normalement candidat. Je ne vois pas où les deux sont liés. En tout cas, moi je ne sais pas cru. Quand le président Bédier est mort, personne n'est venu demander à la président Gbagbo pourquoi tu n'es pas mort, pourquoi tu n'es pas mort. Je ne sais pas si vous voyez, les gens essaient de lier des choses qui n'ont rien à voir avec. Donc, notre réponse est la suivante. Une élection, ce n'est pas une tontine. On ne cotise pas pour donner à un, et puis après on dit c'est le tour de l'autre. Rien, quel que soit l'arrangement, et je le dis pour ici, et je le dis aussi pour ailleurs, aucun arrangement interne au RHDP ne peut donner une légitimité à quelqu'un au désistement ou bien à la une disqualification du président Laurent Gbagbo. Que cela soit compris et qu'on ne nous pose plus ce problème-là parce que je trouve que c'est de la provocation. C'est comme si on dit, Bayrou n'est plus candidat, comme l'autre, David Penn qui veut devenir dans la course. Bon, David Penn, Bayrou a même plus le même âge. Bon, comme Bayrou n'est pas candidat, David Penn, c'est quoi ça tout ça? Donc ça, c'est une question fondamentale à laquelle nous tenons pour l'époque qu'on nous pose cette question. C'est pourquoi nous avons commencé le parrainage. Le président exécutif était à une délégation à la formation sur les parrainages.
Et heureusement que la raison a fini par prévaloir. On avait entendu un responsable de la CEI dire qu'eux, ils donneraient leur liste définitive aux personnes qui sont inscrites sur la liste électorale. Bon, je crois que, comme on dit, la nuit porte conseil, la nuit a dû leur porter conseil. Quand ils sont revenus à des meilleurs sentiments, on ne va pas revenir là-dessus. Mais ce n'est pas leur compétence. Et parfois, il faut raisonner de façon simple. On dit pour être candidat, il faut avoir les parrainages. C'est-à-dire que le parrainage précède la candidature. Donc vous ne pouvez pas d'emblée dire moi je ne veux pas que toi tu sois parrain, tu es des parrains parce que tu seras. Mais quand c'est qui? La CEI, ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de ramasser tous les parrainages, toutes les données et aller déposer au Conseil constitutionnel. Et puis le débat a lieu là-bas. Heureusement qu'ils sont revenus aux meilleurs sentiments et c'est tant mieux. C'est dire aussi que notre détermination peut porter des fruits. Donc, cela est important. C'est dans la même veine qu'on entend des bruits. La Cour africaine des droits de l'homme a fait ceci. La Cour africaine des droits de l'homme a fait cela. Mais nous, on avait déjà oublié cette Cour-là. On l'avait oubliée. Elle a fait ceci. Et les officines proches du RHDP commencent à en faire des choux gras. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais nous qui sommes demandeurs, la partie demanderesse, on n'a même pas encore reçu l'arrêt de la Cour. Donc on ne sait même pas de quoi la Cour parle. On n'a pas encore reçu l'arrêt. Mais que la Cour nous envoie l'arrêt aujourd'hui, qu'elle nous envoie l'arrêt demain, ou qu'elle nous envoie l'arrêt dans 100 ans, en quoi nous, ça nous concerne? Le gouvernement ivoirien a dit depuis 4 ans, de 5 ans, une décision a été prise en septembre, dit que lui, là, il n'applique pas les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme. Non, là, c'est fini. C'est fini. Parce que, voyez-vous, il y a des choses, quand on les fait, et j'aime bien cette expression juriste qui dit « nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes ». La Cour a pris une décision pour préserver les intérêts du président Laurent Gbagbo. Posons-nous la question. Si le gouvernement avait appliqué la décision de la Cour, et que le président Laurent Gbagbo ait été candidat en 2020 et qu'il ait été élu, il serait le président actuel. Donc, 5 ans après, la Cour prend une décision pour dire tes intérêts du côté là, bon, c'est pas ça, hein. On aurait fait quoi? On allait annuler les élections. Est-ce qu'on allait annuler les élections? Pour moi, c'est tellement simple. Pour nous, au PPACI, c'est un non-événement. C'est un non-événement. On attend de voir ce qui est à l'intérieur. Mais ça, c'est pour les juristes, pour le droit, hein, pour la curiosité des juristes, pour le droit. Mais je vais dire, pour la justice, ça ne nous apporte rien. Parce qu'il aurait fallu, pour que cette décision produise, on parle de bon français, pour que cette décision produisisse comment on appelle, des effets, qu'on inscriva en amont le nom du président Laurent Gbagbo. C'est que si le président Laurent Gbagbo était sur la liste, de, comment on appelle, la liste électorale, oui, alors la décision qu'on aurait prise aurait eu un sens.
Est-ce que vous comprenez? C'est pas écrivain. Pas que je me trompe de français. Ils vont laisser tout mon intellect, ils vont se sur ça. Voilà ce qu'il a dit une chose. Non, c'est pas un écrivain. Et donc, chers amis, cette décision n'a pas d'impact et n'intervient à notre détermination. Au contraire, cela doit nous mobiliser davantage. Parce que de toute façon, ce pays-là, il y a une jurisprudence qui est bien établie maintenant, hein, qu'une décision de justice n'a jamais empêché quelqu'un d'être candidat en Côte d'Ivoire. Hein. Sinon, le président du RHDP, qui est le président de la République aujourd'hui, ne le serait pas. Hein. Donc pourquoi voulez-vous que ça change quelque chose? Pourquoi voulez-vous que ça change quelque chose? Non. Non. Les militants et militantes du PPACI, les sympathisantes et sympathisants du PPACI, vous tous qui croyez que la Côte d'Ivoire doit avancer, la question, la candidature du président Laurent Gbagbo relève de la décence morale et nous devons nous mobiliser pour ça. Par ailleurs, et ça nous voulons insister là-dessus. Vous savez, quand nous disons ces choses, les gens nous prennent pour des gens qui sont... on est tellement des adeptes, on est des névrosés du gbagboïsme qu'on n'arrive pas à réfléchir. On ne peut pas accepter cette condamnation du président Laurent Gbagbo pour plusieurs raisons, on a déjà avancé. Mais la dernière raison sur laquelle je vais revenir, c'est celle qui se rapporte à l'année fiscale de cette année. L'année fiscale, l'année fiscale, c'est-à-dire c'est la loi que les députés votent à l'initiative du gouvernement pour donc qui accompagne l'exécution du budget. Et je vais vous lire l'alinéa 2 de son article 28. Voici ce que dit l'alinéa, et je vais vous expliquer. Ça me prend au moins 3-4 minutes pour que vous compreniez. Les dépenses de salaire concernant la période post-électorale de décembre 2010 à avril 2011, écoutez bien, les dépenses de salaire, ce n'est pas un communiqué de PPACI, hein. Nous sommes en train de vous lire la loi des finances. Les dépenses de salaire concernant la période post-électorale de décembre 2010 à avril 2011, imputées au compte 470 de la balance générale des comptes du Trésor par les comptables généraux payeurs et au compte d'attente par les comptables déconstantés du Trésor sont annulées. J'explique terre à terre pour que vous compreniez. Le gouvernement actuel dit qu'il ne reconnaissait pas que le président Gbagbo et son gouvernement ont détourné, ont volé la BCAO et ont détourné de l'argent. Et que donc, on a condamné le président Laurent Gbagbo pour ça, nous tous sommes condamnés pour ça. Et puis, 5 ans après, même pas, 10 ans, bientôt 2011, maintenant on fait... pratiquement bientôt 15 ans. Dit ceci, oh mais c'est pas grave. Nous reconnaissons qu'effectivement, il s'agissait des salaires qui ont été payés aux fonctionnaires et agents de l'État du Côte. Nous vous demandons donc de passer les écritures comptables correspondant à cette réalité
financière et budgétaire. Voici ce que ça veut dire. Il n'y a pas eu de vol, ce sont des salaires, et non, nous vous demandons de les comptabiliser comme tels pour que les comptes de l'État soient des comptes propres. Je dis bien, ce n'est pas un communiqué du PPACI. Hein. C'est l'annexe fiscale, l'article 28 de l'annexe fiscale alinéa 2. Si donc l'État reconnaît qu'il s'agit donc du salaire qui ont été payés, le corps du délit n'existe plus. Il n'y a plus de corps de délit. Et pourquoi pensez-vous que nous, on va accepter cette opprobre là sur le président de la République? Ce n'est pas nous. Je le dis et je le répète. Le gouvernement, les 200 millions d'euros que l'Union européenne leur a donné en disant que c'est pour payer les arriérés de salaire. Ils n'ont qu'à venir expliquer aux Ivoiriens ce qu'ils en ont fait. Parce qu'à partir de cette note-là, tu ne peux pas dire qu'il y avait des arriérés de salaire, puisque tu reconnais qu'ils ont été déjà payés et tu demandes qu'ils soient régularisés. Donc, chers militants, chers Ivoiriens, peuple du Côte d'Ivoire, cette nouvelle donne renforce notre détermination de ne pas accepter l'injustice. On ne peut pas accepter ça. Et le magistrat qui a causé le président Laurent Gbagbo doit aujourd'hui se demander à quoi il a fait. Non seulement la BCAD, on ne nous a pas volé, personne dit on a été victime de quoi que ce soit, mais le gouvernement lui-même vient de reconnaître pour dire non, ce sont des salaires que vous avez payés, régulariser les comptes. Et puis nous, on va s'asseoir pour accepter sur la base du faux qu'on accuse notre leader, on jette le propre sur lui. Lui qui a fait de la vertu, du moins de la probité morale vis-à-vis de l'argent, sa vertu cardinale, vous pensez que nous allons accepter que sa vie politique s'arrête sur une telle opprobre? On va accepter ça? Nous n'accepterons pas ça. Ça, c'était pour que vous compreniez le nouvel élément qui vient renforcer les preuves de ce qu'il n'y a jamais eu de vol et que tout cela relève d'une cabale bien calculée par rapport donc à l'élection du gouvernement. Nous irons aux élections. Nous gagnerons les élections. Ce n'est pas un souhait, c'est une promesse. C'est une promesse. Il faut que le printemps des vices s'estompe pour laisser éclore celui de la vertu. Depuis 2010, le vice est érigé en règle et la vertu souffre. La vertu veut reprendre sa place. Et la vertu en Côte d'Ivoire, tout le monde sait, est incarnée par une personne. Elle s'appelle Laurent Gbagbo. Et c'est la raison pour laquelle quand il dit je vais visser les écrous, ça a tout son sens. Il faut ramener la vertu en Côte d'Ivoire. Là où le RHDP l'a complètement expulsé.
Et comme preuve qu'il n'y a plus de vertu, c'est la gouvernante du RHDP qui jette le corps sur la nation. Et c'est un autre deuxième tout sujet. Vous avez tous lu, vous avez tous appris et lu que notre pays, l'Union européenne, a ajouté, après Gafi, qui était le groupe d'action financière, qui avait déjà écrit le nom du président Laurent Gbagbo sur ça, c'est tellement... le nom de la Côte d'Ivoire sur la liste grise des pays à haut risque pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le 10 juin, le mardi, c'était avant-hier, l'Union européenne a ajouté la Côte d'Ivoire sur sa liste. Et quand vous lisez les textes, on dit ceci: la Commission de l'Union européenne souligne le manque de transparence dans les transactions bancaires réalisées dans ce pays et peu de sanctions concrètes sur les contrevenants. Mais qui sont les contrevenants? Qui sont les contrevenants? En tout cas, ce n'est pas nous, hein, parce que nous, on n'a pas l'argent. Il ne peut pas s'auto-censurer ou s'auto-sanctionner. Donc, cette mesure-là, elle illustre ce que nous disons. Qu'il n'y a plus de vice, il n'y a plus de vertu en Côte d'Ivoire. Rappelons-nous que quand la situation s'est posée à l'identique à un moment donné en Côte d'Ivoire, lorsqu'on accusait, et la rumeur accusait qu'il y avait des détournements massifs au niveau de la filière café-cacao, le président Laurent Gbagbo, y compris contre ses propres lieutenants les plus sérieux, des gens qui il a mis la barre, la vertu à un certain niveau qu'il a dit: je ne peux pas accepter. Il a envoyé des personnes. Et des coupables proches de lui sont allés en prison, ont été condamnés pour ça. Aujourd'hui, même certains lui en veulent. On a volé, pourquoi tu nous as mis en prison? Et quand on vole, on se met en prison, ça c'est le fou. N'oublions pas, ça va être douloureux. Sa propre assistante personnelle a été prise à défaut et le président Laurent Gbagbo, en son temps, n'a pas épargné le niveau de vertu qu'il avait. Il a été obligé de sanctionner sa propre assistante. Mais ici, là, ceux qu'on sanctionne, c'est eux qui n'ont pas beaucoup volé. Quand tu fais un peu la vie, ça te parle, si tu veux faire, il faut faire bien. Ça, c'est ça qui nous ressemble. Mais quand tu fais un peu là, c'est pas bon. Ne nous ressemble pas, on te sanctionne. Mais pourquoi pensez-vous que nous sommes dans cette situation? Il y a plusieurs raisons. Il y a le poids de la corruption. Là où la corruption est endémique, là prévaut le blanchiment d'argent. Moi, pour les 4 un matin, si je me lève avec 500 millions pour dire à la banque, il faut prendre 500 millions pour mon compte, on dit: ah, il y a un problème quand même. On fait quoi par 500 millions? Donc, quand on vole l'argent, on ne le garde pas quelque part. On ne va pas à la banque, on le cache. Et quand on le cache, on fait quoi? Les gens qui poussent partout, qui passent par là, ouais, les boulangeries, chaque 200 mètres, il y a boulangerie. On ne sait même pas finalement. On disait qu'avant, c'était les Baoulés qui mangeaient le pain. Maintenant, on dit que tout le monde mange le pain chaque matin. Tout le monde mange le pain ici. À chaque 100 mètres, vous trouvez une boulangerie. Et puis, c'est le même nom. Paris Délices. Café des choses, délices, laitiers, pain d'or, baguette d'or, sucré d'or, tout est. Mais
C'est ça qu'on appelle les méthodes de blanchiment d'argent. Donc, là où la corruption est endémique, là prospère le blanchiment d'argent. Deuxième raison, l'économie de la drogue. Avant, là, la drogue, là, on disait, ah, ça c'est trop compliqué. C'était vraiment quelque chose d'assez... Ah, maintenant, là, c'est... Là, ils ont envie de mettre ça dans le PIB. Hein. Si on met la part de la drogue dans le PIB, peut-être notre PIB va atteindre cette proportion, va être à un niveau pas contrôlé. Et je dis bien, je rappelle très bien le procès de ceux qu'on a soupçonné à un moment donné de faire la drogue. Il y a un Italien ou quoi qui avait... Il allait au procès, il a dit, mais vous vous fatiguez. Il dit la Côte d'Ivoire, là. Avant, pour faire passer 1 kg de drogue en Côte d'Ivoire, il fallait payer 10 à 15 millions. Il fallait dépenser 10 à 15 millions. Maintenant, il y a même des comptes. Il y a des comptes, ils ont solde. Ici, maintenant, même avec ce gouvernement-là, on a soldé. Il y a solde. C'est-à-dire ce n'est plus 10 millions. Avec 3 millions, là, tu as 1 kg de drogue qui passe ici. Donc, pourquoi voulez-vous... Là, il faut barricade dans ça. Pourquoi voulez-vous que votre pays ne se constitue pas la plaque tournante de la drogue? Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait partie, depuis en tout cas 2010, 2011, la Côte d'Ivoire fait partie des plaques tournantes de la drogue en Afrique. C'est connu. Mais l'argent de la drogue, là, ça va où? Il faut blanchir l'argent de la drogue. Donc là où il y a la drogue, il y a une économie de drogue, prospère également le blanchiment d'argent et l'argent du crime. Autre élément, les barons des anciens régimes des autres pays, déchus justement pour avoir volé dans leur pays, ils sont tous ici en Côte d'Ivoire. Ils ne se gênent même pas même. C'est-à-dire, non seulement ils sont ici, mais ils sont militants affichés du RADP. Ben oui, mais ils ne se gênent pas. Bon. Mais, eux, comment ils gèrent les fortunes qu'ils ont gagnées de façon par la prévarication de leur pays? Comment vous pensez qu'ils gèrent ça? Une cause aussi d'aggravation du blanchiment d'argent. Les orpailleurs clandestins. L'orpaillage clandestin. Je viens d'une région où c'est énorme là-bas. Vous pensez que cet argent là va où? Donc, il y a plein d'éléments, on va sauter. Le poids du secteur informel. À Adjamé, il est estimé en moyenne 30 à 40 milliards de francs CFA qui circulent en un seul jour à Adjamé, la masse monétaire qui circule. C'est des activités légales. Mais comme le système bancaire est ce qu'il est, les gens ils manipulent l'argent. Mais quand quelqu'un garde l'argent, qui manipule l'argent, là, il fait quoi? Quand ça ne rentre pas dans un circuit bancaire, ça sert à quoi? Il faut le blanchir à un moment donné. Il y a donc plusieurs raisons. Donc la question n'est pas d'ordre institutionnel, elle est d'ordre structurel. Elle est même d'ordre matériel, c'est-à-dire dans le subconscient, dans la matière même, la gouvernance du RHDP, tout cela concourt effectivement à la promotion de l'argent sale, de l'argent issu du crime, et c'est consubstantiel à la nature même de la gouvernance du RHDP. Alors, au lieu de régler ce problème, depuis là, ils mettent la pression sur un certain nombre de corps, les comptables, les experts comptables, venez, allez faire la formation, on va vous former pour voir comment lutter contre le blanchiment d'argent, les banquiers. Oh là!
Mais ça, c'est de l'hypocrisie, c'est une fuite en avant. La question n'est pas d'ordre institutionnel. Elle est d'ordre matériel, elle est d'ordre structurel. La réponse doit être structurelle. Mais elle ne peut pas, le RATP ne peut pas te donner une réponse structurelle à cette question-là parce qu'ils en sont les principaux auteurs. Ils en sont les principaux auteurs. On estime, et ça c'est pas nous qui le disons, c'est leur propre structure qu'ils ont créée, la haute autorité. On estime au minima à 1400 milliards de francs CFA l'argent de la corruption. C'est cette gouvernance-là qui jette le propre. C'est à fond. C'est. Le RHDP est un système, je dirais, naturellement tourné, sa gouvernance favorise cette situation. On ne récolte pas des raisins sur du figuier. On ne récolte pas des raisins sur du figuier. On a fait tellement en interne que se sortir à l'extérieur. L'Union européenne nous dit que les contrôles sont énormes. Aujourd'hui, pour faire un transfert d'argent interbancaire entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire, mais c'est la l'Union européenne dit bon, on ne vous fait pas confiance. Et Trump répond là-bas de l'autre côté de l'Atlantique, oui, vous avez raison, nous-mêmes on ne leur fait pas confiance parce qu'on ne veut même pas que très bientôt les passeports rentrent dans notre pays. Pourquoi? Parce que votre passeport là, il n'est pas fiable. On a découvert leur passeport dans des mains de personnes, c'est-à-dire le passeport ivoirien, c'est le seul qui se promène dans le monde. On l'a retrouvé dans les mains de personnes qui n'étaient pas, en tout cas, qui étaient les noms des gens droits et qui ont utilisé ça pour faire des actes de financier. Donc, mettez de l'ordre dans votre histoire de passeport, sinon, dans 60 jours, vous ne revenez pas dans notre pays, c'est fini. Attends plus ça encore. Et bon, mais au-delà de ça, la question de la sécurité des documents administratifs, au-delà de ça, mais c'est les rapports, le rapport qu'entretient le RHDP, ancien RDR et maintenant le RHDP avec l'état civil de Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'on ait la mémoire courte. En 2002, dans les chevauchés pour la conquête du pouvoir, la milice qu'ils avaient montée, et ça, c'est pas nous qui le disons, c'est bien les animateurs principaux de cette milice-là. Mais l'état civil était leur première cible. L'état civil était leur première cible. Il fallait détruire l'état civil en Côte d'Ivoire. Qui ne se souvient pas de ces images des régimes d'état civil déchirés qui jonchaient les sous-préfectures et les mairies sous leur contrôle? Ils en avaient fait leur objectif principal. Et nous avons perdu l'un de nos cadres, les meilleurs parmi les meilleurs, le ministre Bougadoudou. Il a été l'une des cibles privilégiées parce que justement dans sa politique, il fallait clarifier l'état civil. Donc, naturellement, le RHDP n'a jamais voulu d'un état civil sérieux. Si cette question-là n'impactait pas la vie des millions et des millions d'Ivoiriens,
On a même applaudi, c'est l'effet cohérent. Parce que eux qui sont à la base de ça. À un moment donné, ils ont trouvé que c'était juste dans un pays qui n'y a pas d'état civil. Parce que si je m'appelle Koné, je ne dois pas avoir d'état civil ivoirien pour faire la part des choses entre moi Koné ici et le Koné d'ailleurs. Quelle était la chemin de bataille? La conséquence c'est quoi aujourd'hui? La conséquence c'est quoi? C'est qu'on n'a pas d'état civil. C'est que nos passeports là, on peut les acheter à la minute qui suit. Et du coup, ceux qui les ont servis, arrivés là, ne pouvant pas leur trouver du travail sur place ici, ils leur ont dit, bon, on va vous aider à aller de l'autre côté de la Méditerranée. Et il faut leur donner des papiers. On ne va pas comme ça là-bas. Il faut leur donner des papiers. Donc, papier d'identité pour récompense de service rendu. Et un matin, l'Europe est envahie d'Ivoiriens. On les appelle, on dit, bon, on ne comprend pas votre affaire. En 2015, notre taux de croissance était de 8 à 9%. Les gens disent, comment se fait-il qu'avec une telle croissance, vous venez encore chez nous? Il y a quel problème? On les convoque tous à la Valette, mal la Valette, pour qu'on en parle. Et on leur donne, ils discutent, et on leur donne des moyens pour lutter. Ils disent, oui, on va lutter comme ça. Mais le gouvernement ivoirien prend beaucoup d'argent. Là où il y a l'argent, là, il prend. Il cherche pas de chose. Okay. Au bilan de 2017, le rythme a augmenté. Il y a un problème. Ah, c'est vont dire, ah non, on a fait tout, mais dans la réalité, les papiers là, c'est pas. Ils prennent nos papiers, mais ce n'est pas des Ivoiriens. Ah bon? Donc vous reconnaissez que votre état civil est faible, puisqu'on peut prendre vos documents comme on veut, quand on veut, et les utiliser de façon frauduleuse. C'est ce qu'ils prennent comme justificatif. Donc ce n'est pas nous, hein. Ce n'est pas des Ivoiriens. C'est parfait. Si donc ce n'est pas des Ivoiriens, si donc ceux qui vont là-bas, les passeports, les documents ivoiriens, vous doutez d'eux, pourquoi voulez-vous qu'on ait confiance à la liste électorale ici? Puisqu'elle a été établie à partir des mêmes documents. Pourquoi le passeport de la carte d'identité ivoirienne utilisée par un non-ivoirien et comment on appelle, serait contesté en France, en Italie, ailleurs, et ici on l'accepterait? Pourquoi? Pourquoi on l'accepterait? Donc ils reconnaissent que l'état civil ne marche pas. Donc on a qu'à tirer toutes les leçons. Donc quand nous disons qu'il faut faire l'audit de la liste électorale, ce n'est même pas des caprices, c'est vous-même sur la base de vos propres déclarations. Donc il y a une incohérence. Nous là, il y a une incohérence. On dit la liste électorale là. Sur la liste électorale de 2021-23, il y avait 2 millions à 3 millions de personnes qui ne remplissaient pas les conditions de l'émergence. La même liste électorale, alors qu'il n'y a que 900 000 personnes seulement qui ont été inscrites, nouvelles personnes. Maintenant, de 3 millions, on est passé à 6 millions de personnes qui ne remplissent pas les conditions. Donc la manipulation est sortie. Parce que les blancs, là, leur argent, là, c'est comme argent de sorcier. Là. Quand tu manges, là, il faut faire des sacrifices qu'il faut faire.
J'ai oublié de cracher. On les coince. Il dit bon, d'ailleurs, c'est parce qu'il n'y a pas de visa entre le Maroc et nous que vous allez là-bas au Maroc facilement en Tunisie. Moi, gouvernement de Côte d'Ivoire, je demande maintenant au Maroc, on n'a qu'à mettre un visa entre nous. C'est pas de la persécution de ses propres citoyens, ça. C'est pas de la persécution. Pour vos propres turpitudes, vous persécutez tout un peuple. Donc, ils se disent oufouettistes. Mais l'un des héritages d'Oufoué avec le Maroc, c'est que c'était justement cette convention d'exemption de visa. Oufoué avait signé avec le roi Mohamed VI. 5 de père. Hassan II. C'est pas Hassan II. C'est la même chose que la négociation avec Bourguiba, avec la Tunisie. Eux, ils viennent dire maintenant, pour qu'on puisse être présentable devant l'Union européenne, on demande que vous mettiez un visa. Autre conséquence, parfait, les gens mettent les visas. La conséquence aujourd'hui, Air Côte d'Ivoire ne peut plus voyager au Maroc. Air Côte d'Ivoire est obligé de fermer le Maroc, la destination au Maroc. Pourquoi? Parce que ce n'est plus rentable. Là où l'Ivoirien pourrait se lever le jeudi pour dire je m'en vais à Casablanca, à Rabat, avec ma famille pour passer un week-end, il faut qu'il aille s'aligner pour faire un visa. Mais je ne vais pas. Le Maroc, qui était une destination privilégiée de Air Côte d'Ivoire, aujourd'hui, Air Côte d'Ivoire est obligé de fermer la destination au Maroc. Pourquoi? À cause des turpitudes du RHDP. Donc, non seulement ils signent des conventions avec des avantages princiers avec une compagnie étrangère, aérienne étrangère, mais en plus, les destinations de la compagnie nationale, ils font tout fermer. Ça, là, c'est quel gouvernement ça? C'est quel gouvernement ça? Donc, Air Côte d'Ivoire est le souffle-douleur de l'administration, de la gouvernance de Ouattara et de RHDP. Au total, « 15 années après avoir promis des solutions aux problèmes des Ivoiriens, le RHDP est devenu lui-même le seul et l'unique problème de la Côte d'Ivoire. Et il n'a plus de solution. Lui-même, il constitue l'unique problème de la Côte d'Ivoire. Or, il est bien connu que l'humour ivoirien est un humour qu'on connaît très bien. L'humour ivoirien dit, nous on ne dit pas dans mauvais rêve. Cauchemar de 15 ans là, c'est trop. On nous a obligés à dormir, à rêver sous la menace des emprisonnements. Quand tu n'es pas content, il faut rire. Tu n'as pas mangé, tu te plains, on dit tu vas aller en prison. Tu es malade, tu ne vas pas te soigner. Quand tu pars, on dit bon, toi, on va t'envoyer en prison. Donc on nous oblige à rêver d'un monde suivi par la menace des armes. Les Ivoiriens ne veulent plus se laisser séduire par les miroirs aux alouettes avec des solutions qui insultent plus la dignité qu'elle appelle leur peine. Honnêtement. La solution proporte là. Comment on appelle ça? Proporte familiale. Comme les Ivoiriens, les Ivoiriens c'est des moqueurs. Il y a un qui a fait un calcul bizarre. Il m'a envoyé, il dit,
Quand tu vas faire ta tribu, il faut leur dire, hein, moi mes calculs là, ça ne tombe pas. Je dis, mais c'est quel calcul? Il dit, moi j'ai étudié les nombres. Je dis, mais tu as fait tes nombres, ça quoi? Il a fait un calcul, il me dit, ça correspond à 12. 12, ce n'est pas un bon nombre. Donc, ça c'est un rite. C'est un rite qu'ils sont en train de faire sous le couvert de popote. Pourquoi c'est seulement 2000 personnes qui prennent? Tu vois, les Ivoiriens aiment faire ils font de l'humour avec tout. Mais 50 000, et c'est bien prévu, 50 250 francs. Les 250 000 francs, les 250, c'est les frais de transfert, quoi. Ah, c'est les frais de Wave. Mais les frais de Wave font faire 500 en principe, non? Mais si c'est. Bien, les frais de Wave, c'est pas 1 franc, c'est 1%, non? Donc si j'ai 50 000, ça doit faire 500. Donc 250 là. En fait, c'est la moitié, donc le gars doit payer le reste, quoi. Soyez sérieux. À quelques mois des élections, on trouve cette innovation. 50 250 francs, on envoie des gens, on dit bon, il faut. Soyez sérieux. La Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. La Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. La Côte d'Ivoire mérite mieux que le mépris de l'UCR. C'est lui qui incarne au mieux les aspirations du peuple. Son Excellence le président Laurent Gbagbo, avec le peuple, dans un cœur de tristesse, mais plein de détermination, chante avec leurs compatriotes, nos compatriotes pour dire trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Le RHDP doit partir en octobre 2025. Je vous remercie. Je suis Gobson Zago du journal La Nouvelle Alliance. La CEDEAO est venue en Côte d'Ivoire. Elle a rencontré tous les acteurs politiques. Dans l'opinion ivoirienne, ils sont nombreux ceux qui se demandent si la question est liée à la disqualification de Laurent Gbagbo et des autres leaders politiques, si oui, qu'en a-t-il été? Merci. Bonjour Monsieur le Ministre. Germain Ségué, Horizon Info. Parmi vos revendications, vous demandez que les résultats électoraux soient proclamés du coup de vote par bureau de vote. Quel est l'avantage de cette méthode et qu'est-ce que le contraire avait produit par le passé qui vous pose problème? Merci. Bonjour, je suis Eddy Bibi, journaliste à l'Inter. À l'entame de vos propos à propos du mouvement Trop c'est trop, du Front commun PPAC, PDC, RDA, vous avez dit qu'il s'agit d'une cause collective, entre autres à faire barrage à un quatrième mandat. Et hier, après une rencontre entre la mission de la CEDEAO et la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, la porte-parole de la CAPSI a été interrogée sur la multiplication des coalitions au sein de l'opposition. Et puis en faisant référence au mouvement Trop c'est trop, au Front commun, tout ça, elle a laissé entendre
qu'au bout du compte, pour obtenir des réformes électorales, l'opposition va finir par s'unir. Donc cela appelle une interrogation. Est-ce que déjà il y a des discussions entre le mouvement Trop c'est trop, le PDCI RDA, le Front commun plutôt, PDCI RDA PPACI et la CAPSI pour réunir toute l'opposition au sein d'une seule coalition? Bonjour Monsieur le Ministre, je suis Gros Patrick, journaliste à InfoDirect.net. Ma question est relative à l'actualité. Depuis le dimanche dernier, le président Gbagbo a reçu le ministre Awa Dombello et le lundi, tous nos confrères, certains de nos confrères ont placardé à leur manchette que M. Awa Dombello s'interrogeait si M. Awa Dombello serait le candidat du PPAC. Donc je voudrais avoir votre avis là-dessus. Merci. C'est bon? Bon, il va déjà répondre à cette série de questions et on va rajouter s'il y a besoin après. Monsieur le ministre. Notre ami, d'accord, pour la CEDEAO, je crois que le représentant de la CEDEAO lui-même a donné la quintessence de notre rencontre et il a dit ceci: ils sont venus en mission préélectorale, d'investigation préélectorale, pour venir s'enquérir des nouvelles et voir quel est l'état de la préparation des élections, prendre les préoccupations des uns et des autres pour faire un rapport donc, à la Commission de l'Union européenne qui doit être transmis après au chef d'État. Donc, effectivement, ils sont venus, ils ont demandé quels sont nos problèmes. On leur a donné nos problèmes. Mais ça va de soi que nous, là, on commence par celui qui nous fait le plus mal, notre problème qui nous fait le plus mal. C'est la question de l'inscription du président Laurent Gbagbo. Et on leur a dit que, ça je vais le résumer, c'est pas compliqué, qu'ils n'ont qu'à partir dire là-bas que pour nous, là, c'est une question non négociable. Voilà tout ce qu'on leur a dit. Évidemment, il y a plein d'autres choses qu'on a abordées. Donc, comme votre question porte sur l'inclusivité, oui, nous, en ce qui nous concerne, on ne peut pas rencontrer une seule personne et occulter la question fondamentale qui concerne l'injustice qui est faite au président Laurent Gbagbo. Ça, donc, oui, on en a abordé. On en a parlé avec eux. Non, alors, pourquoi nous avons demandé la proclamation des bureaux, des élections bureau par bureau? Parce qu'on avait constaté que vous finissez votre élection, on dit que Kone Katina a eu 15 voix, le ministre Lida Kouassi a eu 20 voix, et puis le ministre Loukou a eu 25 voix. Nos délégués, chacun vient avec son papier. Mais le temps d'arriver chez toi, la CEI dit que le papier qu'il a reçu officiel là, c'est Lida a eu 15 voix, c'est Kone Katina qui a eu 20 voix. Voilà. Or, je vous donne un exemple comme au Ghana. Au Ghana, quand on finit l'élection, la proclamation, tout le village, les gens viennent s'affaire. On fait on proclame les résultats de façon publique. Tout le monde signe devant tout le monde. Et il y a une fiche, parce qu'ils ont plusieurs fiches. Dedans, quand on signe les fiches avec des, comment on appelle, des carbones qui permettent de copier, ainsi de suite, ils appellent ce qu'ils appellent la fiche rose. Ils donnent la fiche rose à chacun des candidats. Une fiche rose, qu'on appelle. Ok? Non. C'est-à-dire ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent les fiches, autant de candidats qu'il y a, ils leur donnent les fiches. Mais la fiche rose, qui est la dernière fiche sur laquelle ils mettent les résultats, puisque ça reporte par le fait de carbone, c'est cette fiche-là que le responsable de la CEI, enfin, la commission garde. Et puis là-bas, ils scellent les bulletins. Les bulletins de vote sont scellés sur place.
les sceaux qu'ils mettent sur les bulletins, sur les urnes, pardon, sur les urnes, ils reprennent les bulletins, ils mettent dans les urnes et ils scellent avec des sceaux spéciaux. Et à la fin, quand vous arrivez qu'il y a un contentieux, c'est la fiche qu'on a donnée à chacun des candidats, plus qu'on met en comparaison avec la fiche rose. S'il y a pas, c'est là s'il y a un problème, que seulement le juge autorise l'ouverture de l'urne pour recompter. Pour dire à quel point la question de la proclamation des résultats publics a un sens. Parce que dans mon village, si vous voulez dire, je vais chez Lida et puis je dis Katina a eu 15, et puis après on vient dire Lida a eu 20, avec c'est Katina, et que finalement c'est Katina qui a eu 20 et Lida a eu 15, forcément les populations disent non, c'est pas possible, on était témoin. Donc c'est très important. Rassurez-vous, à l'RHDP, quand vous leur demandez quelque chose de sensé et qu'ils ne veulent pas, c'est que c'est l'insensé là qui les dérange. Non, le bon sens là, où est le problème? Les élections sont publiques. On a fini les élections, il y a 400 membres, 400 électeurs. On a telle chose. Quand publiquement, chacun prend note. Et puis après, on finit. On a signé publiquement. Et quand on signe là, il présente à tout le monde a signé. Tous les candidats ont signé. En quoi cela est dérangeant? Donc, c'est pour renforcer davantage la transparence des élections et la sincérité du scrutin. La multiplication des mouvements. Vous savez, quand il y a une épidémie dans un village, le remède là, tout le monde cherche le remède. Hein. On a une épidémie qui frappe l'opposition en Côte d'Ivoire. C'est la malgouvernance de RHDP et sa tendance à tricher. Ça, c'est une épidémie qui nous frappe nous tous. C'est fort de cela que le président Gbagbo à Bono avait demandé, comme les scientifiques, tous les scientifiques venaient pour qu'on trouve ensemble le remède à cette épidémie. Il y en a qui ont traîné un peu les pas. Mais comme l'épidémie devient de plus en plus forte, et que ceux qu'on croyait que l'épidémie allait tuer, finalement, ce n'est pas eux qu'on tue les premiers, tout le monde dit, ah, attention, hein, levons-nous, allons-y ensemble pour chercher le remède ensemble. C'est une bonne idée. Oui, l'opposition ivoirienne n'a pas le choix. Il n'a d'autre choix que de s'unir. Au moins pour les conditions. Au moins pour ces conditions. J'ai reçu quelqu'un, il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui avait des velléités de candidat. Je lui ai dit, mon ami, toi tu veux être candidat. Avec quelle structure? Avec quelle liste électorale? Mais enfin, oui, l'opposition n'a pas le choix. On a d'autres choix que de nous battre, unis. Au moins, on a une adversité unique et l'adversité unique veut que nous nous unissions. Rencontre à Ouaddomelo et le président. Mais ce n'est pas au domicile du président Laurent Gbagbo on désigne les candidats hein, de notre parti. Hein. Ce n'est pas au domicile du président Laurent Gbagbo. Je rappelle qu'il y a une convention de notre parti qui a solennellement désigné notre candidat. Pour ceux qui l'auraient oublié, il s'appelle Laurent Gbagbo. Il est né le 31 mai 1945 à Mama. Ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Ancien prisonnier de la CPI.
président du PPACI. Il y en a qui n'ont pas encore compris, on va chercher encore d'autres éléments pour leur donner. C'est notre candidat. Et je peux me targuer de faire partie de ceux qui sont quand même dans le cercle restreint du président. Jusqu'à au moment où je vous parle, le président ne m'a pas encore soufflé une autre information en dehors de celle que je viens de vous dire. Moi, je vais tous les jours chez le président. Hein. Chaque jour, il m'appelle. Mais pourquoi on ne dit pas que comme moi j'ai le président, donc que je suis candidat? Non, je ne comprends pas ça. Même tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec lui. Bon, peut-être que quand il va arriver, il va me dire 4 fois candidat. Je vais vous appeler pour dire que je suis candidat. Non, arrêtons ça. Arrêtons ça. Ce n'est pas le moment. Les gens veulent nous distraire. Ils veulent nous distraire. Parce qu'ils savent que nous sommes en train de... On n'est pas loin de but. On dirait que c'est la distraction. Notre candidat est déterminé. Notre candidat est là. Nous sommes en train de faire les parrainages. On vous a dit qu'on a commencé les parrainages. Et les parrainages sont nominatifs. Donc, je ne sais pas d'où ils ont tiré leur information. Comme le prochain numéro du PPACI, tribune PPACI, va porter sur la présentation officielle du programme de gouvernement du président Laurent Gbagbo. L'éditeur est en train de finaliser. Dans une dizaine de jours, il sera disponible. Et on va vous appeler à une cérémonie de présentation officielle du programme du président Laurent Gbagbo, candidat Laurent Gbagbo, pour que les uns et les autres sachent que sur cette question-là, il y a un sens unique. Directeur de publication de la web